cette 25e édition du Salon du Livre. Je vous laisse vous présenter votre œuvre et vous faire une introduction assez rapide pour les gens qui ne vous connaissent pas. Bonjour tout le monde, je suis Ranoui Donassan, donc je suis le petit-fils d'Ernest Salmon, l'auteur du livre Maraut Arwa, Alexandre Salmon et sa femme Harry Taimei, deux figures à l'époque du protectorat. Donc je suis là pour vous présenter un petit peu la réédition, puisque c'est une réédition, c'est la deuxième réédition que fait la Société des études océaniennes concernant cet ouvrage. Les gens étaient épuisés et beaucoup de gens souhaitaient l'avoir pour connaître justement d'abord la vie d'Alexander Salmon et de sa femme Harry Taimei et surtout les actions qu'ils ont faites à Tahiti à l'époque donc de la reine Pomare IV, du protectorat et à l'époque de l'annexion. Ça couvre toute cette période. Alors, première question, je suis très honorée en tant que président de la SEO d'introduire le vice-président de la SEO, M. Ranoui Donassan Pomare. Rien que son nom, ça évoque déjà bien des choses dans l'histoire polynésienne. Et alors, le livre écrit par ton ancêtre Ernest Salmon, tu viens de le dire, oui, qui est mon grand-père, son grand-père. Que j'ai connu, hein. Je suis assez vieux pour l'avoir connu. Voilà, c'est une chance d'avoir ce lien avec toi. Et alors, le titre, c'est Alexandre Salmon, on ne le répétera jamais assez, et sa femme Harry Taimei, et il y a des dates, 1820, 1866. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, 1820, on ne connaissait pas vraiment l'écriture. Alors, qui étaient ceux qui amenaient l'écriture? Plein de choses à connaître. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises qui étaient ces personnes, Alexandre Tefeti, Alexandre Salmon et sa femme tahitienne, Harry Taimei. Qui était-il? Alors, Alexandre Salmon était un Anglais né à Hastings, en Angleterre, en 1820. Il était le fils de John et de Rebecca Yetela Salmon. John Salmon était un ancien banquier anglais ruiné par la faute d'un de leurs fondés de pouvoir, qui n'était autre qu'un cousin à eux, qui avait fait de mauvaises affaires. Donc, ils ont été obligés de vendre leurs affaires, de vendre les immeubles qu'ils avaient à Piccadilly pour s'installer à Hastings. Donc, Alexandre Salmon est né à Hastings. Il n'a pas connu l'époque de la banque. Mais il faut savoir que le père d'Alexandre Salmon était le fils de celui qui avait financé sur ses fonds propres la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Donc, ils étaient installés en France, mais à la Révolution de 1789, ils ont été obligés de s'exiler puisqu'ils étaient des pro-partisans du roi Louis XVI pour ne pas être guillotinés. C'est comme ça qu'ils sont partis en Angleterre. Donc, depuis 1791, je crois, oui, 91, ils sont partis en Angleterre s'exiler et ils ont eu une affaire florissante qui était leur banque qui se trouvait sur Piccadilly à Londres. Voilà. Donc, Alexandre Salmon, né de parents anglais, enfin juifs anglais, en 1820 à Hastings. Oui, alors, comment se fait-il qu'en 1820, c'est la date de naissance, donc on suppose qu'il est arrivé ici jeune, et vous savez qu'il était interdit aux Polynésiens, qu'on appelait autrefois des indigènes, les femmes étaient interdites de mariage avec les Popas, les Européens qui débarquaient. Et lui, Alexandre Salmon, s'est retrouvé avec une femme prestigieuse de haut rang, qui est Harry Taimei, plus exactement Harry Taimei Tepauatati. Comment se fait-il qu'il a pu épouser une grande princesse? Alors, je vais replacer le contexte un petit peu en arrière et vous parlez peut-être de Harry Taimei, qui s'appelait de son vrai nom Harry Oehau Tepauatati, qui était donc la fille la petite fille, de celui qui est connu à Tahiti sous le nom de Tati l'Ancien ou du Grand Tati, de son nom Taur Atua Ipatea. Il faut savoir que Taur Atua Ipatea, donc le Grand Tati, était le frère de Opuara. Opuara, qui, à la bataille de Feipi, a été tué en 1815, le 11 novembre 1815, par un soldat mandaté par les missionnaires protestants au solde de Pomare II. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une date très importante, le 11 novembre 1815,
Ce n'est pas le 11 novembre 1918, mais c'est une date aussi importante pour nous, parce que c'est la fin de toute la période préhistorique, pas préhistorique, de l'histoire proprement dite de Tahiti ancien. Et à partir de ce moment-là, 1815, Pomaré II est vraiment assis sur son trône, parce qu'il n'était pas encore tout à fait reconnu. Il est réellement assis sur son trône et il va avoir toujours avec lui l'appui des missionnaires de la London Missionary Society qui vont, pour leur intérêt propre de prosélytisme d'abord et puis ensuite de colonisation de l'île, puisque il ne faut pas oublier que la London Missionary Society était arrivée à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1885-90 à Tahiti. 1797. Pour établir ici une mission protestante. Donc, alors ça, je vous retrace le contexte. Donc, Ari Taimei était la petite fille du grand Tati, qui était le chef principal du clan des Teva. Le clan des Teva qui était, alors, dans le Tahiti d'autrefois, la puissance d'un Ar Inui, parce que la royauté, ça n'existe pas à Tahiti. Il n'y a pas de royauté, il y a des Ar-I et il y a des Ar Inui. Ce qui correspondait un petit peu en France aux seigneurs féodaux, qui avaient un petit royaume autour d'eux, des serfs, des paysans qui travaillaient pour eux, une certaine noblesse. Donc c'était un peu des seigneurs féodaux. Et la puissance du Ar-I se comptait au nombre de districts qu'il possédait. Et il faut savoir que donc, le clan des Teva en disposait de 8. Alors, ce n'était pas les mêmes découpages qu'aujourd'hui, hein, c'était beaucoup plus large. Et donc, ça s'étendait aujourd'hui de Papara, donc toute cette côte ouest de Papara, jusqu'à la presqu'île de Tai-Arapu, en passant par Teaupo, Vairao, et de l'autre côté, Afahiti, Pueu et Tautira. Donc, tout ça, ça correspondait à ce qu'on appelait Tevaitei et Tevaiuta, ce qu'on appelait en tahitien Nateva et Vao, les 8 districts de Teva. Donc, il est vrai que lorsque les navigateurs d'abord, Wallis, Bougainville, Cook sont arrivés, et puis ensuite les missionnaires, ils ne connaissaient pas cette réglementation. Et comme ils ont atterri à Matavai, donc à la Pointe Vénus, qui était le Ar-I de la Pointe Vénus, c'était Tuvair Atoa, c'est-à-dire Hapai, qui était le père de Pomaré Ier, qui était le père de Pomaré II. Donc, ils sont arrivés là, ils ont vu ce roi et ils se sont dit, ben, c'est comme en Angleterre, c'est comme en France, c'est le roi de Tahiti, donc on va l'aider. Et c'est comme ça qu'ils ont fait amitié avec la famille Pomaré qui s'appelait à l'époque Vair Atoa. Tout Vair Atoa. Donc, ce qui a pu donner quelque part une assise sociale à ce petit, je ne dis pas roitelet, mais à ce petit roi, ce petit Ar-I, qui était uniquement, alors ce n'était pas si petit que ça, c'était quand même Mahina, Aroué et Piré, jusqu'à Taunoa, c'était ça, Paré. Le district de Paré, c'était tout ça. Hein, donc, ce n'était pas les mêmes limites qu'aujourd'hui, mais quand même, comparé à la grandeur des districts que possédait le clan des Teva, on voit très bien que c'était le clan des Teva qui... Bon, ça, les missionnaires et les navigateurs ne le connaissaient pas. Donc, les missionnaires en ont profité, parce qu'ils l'ont appris ensuite, mais ils en ont profité pour asseoir leur pouvoir, puisqu'ils ont réussi plus tard à circonvenir Pomaré II, à se baptiser protestant, pour que, vous savez comment c'est, la colonisation commence toujours par le prosélytisme et les religions. On envoie d'abord la religion, et après avoir circonvenu la population, on met la main dessus. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Ari Taimei était la petite fille de ce grand et illustre chef du clan des Teva, Tati, dit Tati l'Ancien. Voilà. En d'autres termes, merci, ça veut dire que Ari Taimei, c'est bien son nom. Déjà le nom Ari Taimei, c'est le Ari, parce qu'il n'y a pas de roi. Tai, c'est la mer qui vient de la mer. C'est ça, hein? Voilà. Et Ari Taimei était le nom d'Alexandre qui a été donné par Pomaré, par la reine. Voilà, alors... Maintenant, je reviens à la question tout à l'heure que notre présidente, Mme Richaud, nous posait, c'est-à-dire qui était Alexandre Salmon, qui était Ari Taimei, et comment se fait-il que, du fait d'une loi que les missionnaires protestants avaient édictée, je crois c'est en 1800,
1841, quelque chose comme 1838 38, déjà. interdisant le mariage entre autochtones et enfants du pays, enfin, et étrangers, enfin, tout ce qui était gens qui venaient de l'extérieur. Ben, tout simplement, c'était parce qu'il voulait empêcher toute influence possible de pouvoir mettre la main sur leur pouvoir, aux missionnaires je parle, hein. En ne mélangeant pas les gens, il gardait toujours la main mise sur les indigènes, comme on les appelait à l'époque. Mais la reine Pomare IV, qui avait été élevée, c'est raconté dans le livre, elle avait été élevée par Aritaimei, pardon, avait été élevée avec la reine Pomare IV depuis qu'ils sont enfants, parce que le roi Pomare II, suite à l'affaire de 1815 de la bataille de Feipi, et pour réconcilier les familles ennemies, Pomare avait quand même tué le frère de Tati, le grand-père de Aritaimei, au Poira. Voilà. Donc, il fallait réconcilier les familles rivales, les familles rivales. Et donc, il a toujours cherché à soit marier, soit adopter, puisque l'adoption, ça valait comme si c'était ton propre enfant. À Tahiti, c'est pas comme les adoptions en France. Vous avez l'adoption simple, l'adoption plénière, etc. Là-bas, à Tahiti, on fait amou. On te dit, voilà, je te fais amou, mais c'est comme si c'est ton enfant. Ça a les mêmes valeurs. Hein. Donc, Pomare II avait convenu avec le conseil de famille qu'il l'avait accepté et qui avait vu Ari Manhini Amarama, donc la mère de Aritaimei enceinte. Pomare II avait demandé à ce que cet enfant soit élevé avec sa fille, Aimata, parce que c'était d'abord sa cousine germaine, deuxièmement, ça devenait sa sœur d'adoption, et en même temps, c'était sa meilleure amie, puisque depuis petite, elles avaient été élevées ensemble. Donc, Pomare II décède, et quelques mois plus tard, en 1821, vient au monde Aritaimei, qui est élevé donc par son grand-père Tati, par sa mère Ari Manhini Amarama, mais qui est très vite amené à Papara pour être confié à Terito, qui était la femme de Pomare II, enfin, la seconde femme, parce que Pomare II avait épousé les deux sœurs. Donc, l'aînée n'avait pas eu d'enfant, et Terito est la mère de tous les enfants de Pomare II. Donc, Aritaimei, Ariowehau de son vrai nom, a été élevé par la femme de Pomare II. Ensemble, elles ont grandi ensemble. Et elle s'appelait à l'époque Ariowehau, qui veut dire princesse de la paix. Ce n'est que plus tard, lorsque elles vont grandir ensemble, donc la reine Pomare IV va toujours demander conseil à sa sœur d'adoption, et toutes les décisions importantes se passeront avec l'aval de sa sœur. Donc, quand Alexandre Salmon débarque en 1841 à Tahiti, elle voit ce fringant jeune Anglais qui était très beau, avec beaucoup de prestance, c'était quand même quelqu'un de l'aristocratie anglaise, et elle en tombe follement amoureuse. Et elle dit, dussé-je renoncer à mon titre de Hari, je partirai avec lui s'il faut que je parte si on m'empêche de l'épouser. Elle voulait absolument l'épouser. Donc, par amour pour elle, la reine Pomare IV lève cet interdit pour 3 jours, l'interdit donc de la loi missionnaire, ce qui a permis donc à Alexandre Salmon d'épouser sa femme Arioehau et également à des familles comme les Richemont et les Brémont de se marier. C'est pendant cet interdit que ça a été autorisé. Donc, le nom de mariage donné par la reine Pomare IV à ce nouveau couple qui s'était formé, c'est Aritaimei Veine, Aritaimei Tane, ce qui veut dire le prince venu de loin, par-dessus les mers. Voilà. Voilà l'explication Vahi de Aritaimei. En t'entendant parler de toute cette époque et de la manière dont tu dis les choses, ça évoque beaucoup de questions, notamment quelle était la situation politique de l'époque de l'arrivée d'Alexandre Salmon, qui va épouser une femme, une reine, une titrée de l'aristocratie tahitienne. Alors on se doute qu'il va se passer des choses, on va dire des conflits ou même des alliances vont se nouer. Tu vas nous l'expliquer clairement. Oui, alors, il faut savoir que la reine Pomare IV, alors, elle était née vers les années 1813 et elle n'avait connu que
un peuple, quelque part, à part son propre peuple, elle avait connu que les Anglais. Elle était née, les missionnaires anglais étaient déjà là, donc on parlait anglais à Tahiti, on parlait tahitien bien sûr, et elle avait pris comme conseiller, lorsqu'elle est devenue reine à la mort de son frère Pomare III, qui lui avait été élevé par les missionnaires, mais malheureusement, il est mort d'une épidémie de dysenterie à l'âge de 7 ans. Donc les missionnaires se sont retrouvés gros gens comme devant parce qu'ils avaient mis tout leur espoir dans ce petit Pomare III, l'avaient élevé comme un Anglais, il parlait mieux l'anglais que le tahitien, mais malheureusement, venant de mourir à l'âge de 7 ans, ils ont été obligés de prendre la sœur aînée, qui, elle, défrayait la chronique à l'époque parce qu'elle avait été mariée au roi des îles Soulevant, Tapoat Arwa, Tapoat II, et donc elle faisait partie également de la secte des Mamaya qui pratiquait l'infanticide. Bien, donc elle n'était pas persona grata des missionnaires. Elle n'était pas aimée des missionnaires et ils ont eu fort à faire lorsqu'ils ont été obligés de la porter sur le trône. Donc, quand elle est arrivée au pouvoir, elle n'arrivait pas, avec la police indigène qu'elle avait, à faire régner vraiment l'ordre comme ça devait l'être. Parce qu'elle avait pris comme conseiller spécial le consul d'Angleterre et le chef des missionnaires, c'est-à-dire George Pritchard, qui était le chef des missionnaires, enfin le grand patron, quoi, le président de l'Église évangélique d'aujourd'hui, et en même temps le consul d'Angleterre. Et il avait une influence énorme sur la reine Pomare IV. Donc, ce qu'il s'était passé, c'est que les missionnaires, bien entendu, avaient prohibé l'alcool, avaient prohibé beaucoup de choses, les fêtes, l'alcool, les réunions festives, les bacchanales, les mamaïas, enfin, toutes ces choses, c'était proscrit par les missionnaires. Et donc, il régnait à Tahiti un climat de désordre. C'est-à-dire que le port de Papeete était ouvert à toutes sortes de navires qui arrivaient, alors du Chili, d'Amérique du Sud, d'autres pays d'Europe et tout ça, qui, malgré l'interdiction de la prohibition, faisaient du trafic d'alcool, de munitions, enfin bref. Et la reine Pomare, enfin, la police de la reine Pomare IV n'a pas tout ça. Donc, à les mettre sur ça avait été un... Alors, voyant cela, les deux prêtres catholiques se sont quand même plaints au roi Louis-Philippe en France, et on a envoyé l'amiral du Petit-Thouars pour essayer de régler le problème, en disant, bon, maintenant, vous devez réparation et vous me devez 2000 piastres d'or espagnol en dédommagement de cet événement-là. Donc, la reine Pomare IV s'excuse platement, mais George Pritchard, comment dirais-je, entre-temps, voyant ça, l'affaire d'un mauvais œil, il était parti en Angleterre pour essayer de voir le premier lord de l'amirauté et le circonvenir de vraiment donner un protectorat anglais à Tahiti en demandant la signature du roi George III d'Angleterre. Donc, bien entendu, ça a pris des mois, toute cette histoire-là, et pendant ce temps-là, c'était vraiment le bazar à Tahiti. Donc, l'amiral du Petit-Thouars qui arrive sur ces entrefaites, la reine Pomare IV ne veut pas le recevoir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, et il demande à ce moment-là à la reine Pomare IV de conclure un traité d'amitié, pas encore le protectorat, un traité d'amitié entre la France et Tahiti. Bon, elle le signe sur le bord de la table, mais comme si elle avait un revolver sur la tempe, parce qu'elle n'avait pas son conseiller spécial, Pritchard n'était pas là,
Et donc, elle l'a fait. D'ailleurs, elle le reconnaît après. Elle a dit, oui, on m'a forcé à le signer, je ne voulais pas. C'est comme ça que ça va créer encore d'autres différends. Ça va créer l'affaire Pritchard, ça va créer la guerre franco-tahitienne. Et toutes ces choses-là sont racontées dans le livre. Donc, voilà l'ambiance, si tu veux, pour le moment. Après, je vais rentrer dans les détails. Voilà. Mais c'est l'ambiance qui régnait à cette époque-là, de désordre qu'il y avait lorsque Alexandre Salmon arrive et épouse Ari Taimei. Et on aurait envie de t'écouter des heures et des heures. Mais par contre, il est passé très vite, parce que nous n'avons pas le temps, de la période du protectorat, il en a parlé un peu, et des guerres franco-tahitiennes, puisque Alexandre Salmon est mort en 1860, je regarde, en 66. Donc c'est vraiment la période où les îles polynésiennes passent sous le giron du protectorat français, et bientôt l'annexion française en Barat, plus tard. Et toute cette période-là, vous pourrez le lire, toute cette histoire-là se trouve ici, dans ce livre-là, parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Mais en tout cas, Alexandre Salmon devient consul des États-Unis. Oui. Alors, je vais juste un petit peu résumer, parce que vous allez rester sur votre faim. La guerre franco-tahitienne donc, se déroule entre 1843 et 1846. Et pendant ce temps-là, la reine Pomare IV, qui croyait que l'Angleterre allait revenir pour l'aider, sous les conseils de Pritchard, s'en va aux îles Soulevant, fuit, et sous la responsabilité de ses cousins, les rois des îles Soulevant. Donc il y avait Tapua, il y avait Itaria, je crois, et il y en avait un autre, j'ai oublié le nom comme ça. Donc elle part sous la protection de ses cousins, et elle dit à Itaimei, occupe-toi des affaires du pays ici à Tahiti pendant que je suis là-bas. Donc, l'amiral Brua avait été envoyé entre-temps à Tahiti pour être nommé gouverneur, et voyant l'absence de la reine Pomare IV et ne prenant aucune décision, il décide de la destituer de son titre et de le donner à Itaimei qui refuse. Elle dit non, moi je n'en veux pas, on va négocier avec la reine Pomare. Alors ça dure 3 ans et Alexandre Salmon va servir de négociateur. Alors non seulement entre la reine Pomare, ils retourneront plusieurs fois sur les îles Soulevant sur les 3 années pour négocier, alors Ari Taimei et son mari, la paix en fin de compte. Donc ça avait créé ici, il y avait des pro-anglais, des pro-français, donc il y avait des chefs qui étaient pour la France. Alors ça a créé des guerres, c'est ce qu'on appelle la guerre franco-tahitienne. Oui. Et donc Ari Taimei va aller au prix de sa vie négocier avec ces chefs-là pour pouvoir avoir la paix. Au bout de 3 ans, elle réussit à l'avoir, je fais court, hein, elle réussit à l'avoir et la reine Pomare IV revient des îles Soulevant et décide de signer le protectorat officiel en 1846 avec l'amiral Brua, remettant la paix enfin à Tahiti et en ayant éliminé George Pritchard qui ne faisait plus partie du paysage politique de l'époque. Donc Alexandre Salmon maintenant revient à la vie un petit peu plus diplomatique de Tahiti sans rentrer dans les détails des négociations. Il devient consul d'Angleterre en 1861, je crois, ou des États-Unis, pardon, oui, 1861, et également il est président du tribunal de commerce la même année, 1864, pardon. Il s'associe également avec Brander & Co., qui était la société de son beau-frère, de son beau-fils, donc le mari de sa fille aînée Titaoua, qui était un petit peu aujourd'hui l'équivalent du groupe Martin de Polynésie, c'est-à-dire propriétaire des 3/4 de Papeete, de la moitié de l'île de Pâques, de 6 goélettes qui faisaient le trafic entre San Francisco et ici. C'était une très grosse maison, la maison Brander. Donc il en est le gérant. Voilà. Malheureusement, en 1866, une épidémie de dysenterie arrive, il en est atteint et il meurt à l'âge de 46 ans. Voilà. Donc, Alexandre Salmon meurt en 1866. Il ne connaîtra pas donc la mort de la reine Pomare IV, dont on parle également dans le livre, et il ne connaîtra pas l'annexion, dont on raconte également l'histoire dans le livre, l'annexion avec la France qui a lieu le 29 juin 1881, donnant les États de Tahiti et dépendance à la France, et Pomare V abdiquant de son titre de roi au profit d'une pension de 60 000 francs or annuels. Voilà. Grosso modo, c'est ce qu'il y a dans le livre et que vous pourrez retrouver en détail. Avant de te remercier, Ranui, qu'est-ce qui me donnerait envie, pas à moi, mais à tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, d'acheter ce livre pour l'avoir avec soi? Bien, écoute, c'est une tranche d'histoire tellement importante et l'avantage, c'est que mon grand-père, lorsqu'il a rédigé ce livre,
Il s'est inspiré donc des mémoires d'Ari Taimei, donc qu'on l'on trouve également dans les librairies, je ne sais même pas s'il est épuisé peut-être, je ne sais plus. Ensuite, des souvenirs de la reine Marao qui étaient à l'époque inédits au moment où mon grand-père avait écrit et que j'ai édité, c'est ceux qui sont au vent des îles, là, que j'ai édité l'année dernière, voilà, c'est ceux-là qui ont été édités l'année dernière et qui datent, Marao les a écrits en 1932. Donc, il s'est inspiré de ces souvenirs et également de beaucoup de documents personnels que nous avions, donc les lettres propres d'Alexandre Salmon, ses échanges avec non seulement Napoléon III, donc avec Lord Canning de l'amirauté anglaise, enfin bref, toutes ces choses précieuses que nous avions récoltées. Donc mon grand-père, c'était en 1961 qu'il a écrit ce livre-là, avait ces documents en main et il en a fait un condensé que vous retrouvez dans ce livre. Donc c'est un livre important parce qu'il figure notamment dans les correspondances officielles des choses que les historiens ne connaissent pas aujourd'hui. Donc il est intéressant de l'avoir pour connaître l'histoire avec un petit H, quelquefois, qui donne des explications sur ce que les historiens officiels nous ont raconté, je dis bien entre guillemets raconté, parce qu'on nous a un petit peu menés en bateau. Hein, et donc aujourd'hui, heureusement que la parole est libérée, que ces ouvrages sortent, celui-là et celui qui va sortir enfin, qui va ressortir l'année en décembre, les Mémoires de Marao Arwa, qui vont faire un petit peu la lumière sur ce que les historiens de l'époque ont voulu nous taire. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter le livre. La présidente est là, notre stand de la Société des États océaniennes est juste là, à côté de Harepo. Vous pouvez trouver le livre en vente là si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Avant de conclure cette magnifique présentation, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je vais vous faire passer le micro, n'hésitez pas. Oui. Bonjour et merci de votre présentation. C'est juste Marao, quelle est sa position par rapport à Ari Taimei? Quel est au niveau de l'affiliation? Alors, Marao Arwa est la fille de Ari Taimei. Elle est l'enfant numéro 7. Ari Taimei a eu 9 enfants avec Alexander Salmon et Marao est l'enfant numéro 7. Alors, Marao Arwa, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours dans cette poursuite de vouloir allier les Pomaré à la famille Salmon, Marao a été mariée presque contre son avis à Pomaré V, alors qu'elle avait à peine 14 ans et que lui, Pomaré V, en avait déjà 36. Donc c'est toujours cette espèce de recherche, de réunion pour essayer d'effacer le 11 novembre 1815, la bataille de Feipi, qui a vraiment été un tournant, une cassure dans l'histoire. Voilà. Je continue puisque j'ai le micro. L'histoire de Marao et de Pomaré V, surtout par rapport aux enfants, il y a une polémique autour de ça, c'est-à-dire on dit que les enfants de Marao ne sont pas les enfants de Pomaré V. Est-ce que c'est vrai? Alors, le livre qu'a la dame là entre ses mains, tout est dit là-dedans, de la bouche de Marao elle-même. Donc, je vous résume court, je te réponds tout de suite. Ter Inuyot Haiti, la fille aînée, qui est née en 1879, est bien la fille de Pomaré V. Je peux vous montrer des photos de Ter Inuyot Haiti à l'âge de 69 ans. C'est la tête de Pomaré V. Par contre, la princesse Tekau, qui est née pendant le mariage, c'est pour ça qu'elle s'appelle Tekau Pomaré Vedel, parce qu'elle est née pendant le mariage, mais le roi et la reine avaient déjà décidé de reprendre leur liberté, puisque le roi vivait avec Isabelle Shaw, sa belle-sœur, hein, la maman du prince Hineuil. Et donc Marao, elle voyait les officiers de marine, elle était reçue, et donc elle a connu ce bel officier qui s'appelait Émile Vedel, qui était sur un des bateaux de guerre ici, et donc elle a eu Tekau avec le commandant Vedel. Tekau a été adoptée par le commandant Vedel en 1927, et c'est comme ça qu'elle s'est appelée Pomaré Vedel, mais c'est la fille du commandant. Elle s'en est jamais cachée. Et le dernier enfant qui est né après le mariage, donc mon grand-père, Ernest Salmon, et c'est pour ça qu'il porte Salmon, parce qu'il n'est pas né pendant le mariage, est le fils de l'amiral Fournier, amiral de la flotte française, qui est enterré aujourd'hui au Panthéon. Voilà. Non, pas au Panthéon, aux Invalides, pardon.
Il est enterré aux Invalides, j'ai vu sa tombe. C'est un très grand amiral de la flotte, c'est donc le père de mon grand-père. Voilà, vous savez tout sur les dessous de table. Merci, merci. Une autre question? Une question pour l'animatrice. Attends, voilà. En entendant tous ces, on va dire, mariages légaux, mariages illégaux, enfants légitimes, enfants illégitimes, c'est la Polynésie qui continue aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples recomposés qui ont des enfants famous, des enfants reconnus, etc. Mais ma question porte plutôt sur cette époque-là. Est-ce que c'était très courant que des gens de haut rang qui gouvernent des Mataïna, qui sont des Ari, qui ont des marins, qu'ils aient des liaisons comme ça, et quelle était la place de ces femmes, de leurs épouses, de leurs non-épouses dans ce bins, entre guillemets, polynésien, et je pense que ce n'est pas que la Polynésie tout court. Alors, concernant les femmes, je crois qu'elles étaient beaucoup plus sages que les hommes. C'est plutôt les hommes qui avaient des liaisons extérieures et qui fabriquaient des gosses un peu partout. Pomare II n'a pas eu que ces enfants-là. Et même, comment dire, alors par contre, d'après ce que tu dis, il se raconte, et ça c'est Marau elle-même qui le tient, de Pomare IV elle-même qui le disait, que Pomare IV n'est pas la fille de Pomare II. C'est pour ça que Pomare II ne l'aimait pas. Elle est la fille de quelqu'un d'autre. Par contre, Pomare III était bien le fils de Pomare II. Voilà. Et donc, elle le dit elle-même, Pomare IV, elle le dit, mon père ne m'aimait pas parce qu'il pensait que je n'étais pas de lui. Voilà. Mais par contre, c'est plutôt les hommes, je crois qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, les femmes sont plus sages, c'est toujours les hommes qui avaient plutôt des lésions extérieures. Donc là, ce qui se passait pour le couple Marau-Pomare V, c'est que déjà, quand alors d'abord, Pomare V avait 34 ans, 46 ans quand il a épousé Marau, qui avait 14 ans. Aujourd'hui, ça serait considéré comme qu'on appelle ça oui, c'est un détournement de mineur. Voilà. Bon, à l'époque, ça ne se faisait pas. Les filles étaient déjà bien mûres à l'époque à 14 ans. Mais bon, c'était quand même une gamine. Elle tombe, on l'a fait marier avec Pomare V, qui vivait déjà depuis plusieurs années avec sa belle-sœur, Isabelle Shaw. Donc, ce qui fait, c'est marqué dans le livre, c'est raconté. Donc, ce qui fait que même le soir du mariage, il a obligé Isabelle Shaw à coucher dans la même chambre que lui et Marau. Donc, vous pensez bien que déjà, dès le départ, vous voyez une gamine de 14 ans être obligée de coucher avec la maîtresse du roi. Enfin bref, vous voyez le contexte. C'est pas beau, hein? C'est pas beau, mais j'ai décidé, parce que j'ai retrouvé le jugement de divorce, et c'est là-dedans qu'on apprend la vérité. Le jugement de divorce de Pomare V et de Marau, qui, dans les attendus, raconte tout ça. J'en avais tellement marre d'entendre les Pomare me raconter que Marau est une péripatéticienne qui couchait avec n'importe quel officier de marine, c'est ce qui se raconte chez les Pomare, et qu'aucun des enfants n'est d'elle, n'est de lui, alors que si, elle le dit elle-même. De mon retour au palais, parce que le gouverneur les avait réconciliés, est née notre fille Teri. Malgré ce qu'ils disent que c'est la fille d'un officier. Cet officier, j'ai fait le calcul. Il était parti 13 mois avant la naissance de Teri. Comment il pouvait être son père? C'est quand même bizarre. Aujourd'hui, il y a les inséminations artificielles, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc matériellement. Et comment une mère ne peut pas savoir qui est le père de son enfant? Elle le dit elle-même. C'est les mots dans le livre. De mon retour au palais est née notre fille Teri. Et donc Teri Nui Tahiti, c'est bien la fille de Pomare V. N'en déplaise à M. Joinville Pomare et à sa clique. Merci. Pas d'autres questions? Ça va? Non, ça va. Eh ben, Et à tout le monde. Écoutez, merci à tous les deux, merci au public et à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Le Salon du Livre continue jusqu'à dimanche, sur place et aussi en live sur nos différents réseaux sociaux. Merci encore et bon Salon du Livre, passez une bonne journée. Au revoir.